Écoutez, bienvenue au château de La Roche-Guyon, dans le Val d'Oise, Île-de-France, pour cette exposition qui va durer jusqu'au mois de novembre, intitulée Les frontières entre histoire et géographie. Voici la photographie qui a servi de base à l'affiche de l'exposition et qui porte un message. Nous sommes ici entre l'Allemagne et la Pologne. Chacun se souvient des tragédies qui ont déchiré ces deux pays pendant trop longtemps. Aujourd'hui, les enfants se promènent pour aller à la plage vers la mer Baltique, toute bleue. C'est en quelque sorte l'idéal à atteindre, la frontière entre deux pays démocratiques, ouverte à la circulation, mais délimitée. Chacun sait de quel pays il relève. Ça n'est évidemment pas le cas partout, comme en témoigne cette photographie. Ce mur de briques étendu sur 4200 km, construit par les Indiens à 150 mètres derrière la frontière du Bangladesh, pour la modeste somme de 4 milliards de dollars. C'est évidemment une limite qui coupe beaucoup les échanges entre les populations bengalis. Vous avez cet enfant ici qui est en fait, dès l'âge de 10 ans, un petit contrebandier. Et il passe son temps à ses risques et périls pour essayer d'échanger les marchandises entre les deux parties de ce mur construit par l'État indien à des fins de lutte antiterroriste, mais surtout anti-migratoire. Nous entrons maintenant dans la première salle qui est consacrée à l'histoire de la formation des frontières françaises. Elle est ici cartographiée dans toutes ses étapes. Vous retrouverez évidemment le détail des photographies et des textes dans le beau catalogue qui a été préparé à cette occasion. Dans cette pièce, nous pouvons observer et étudier une carte tout à fait admirable du duché de La Roche-Guyon. Alors cette carte a une histoire très particulière. Elle a été commandée à Louis de Villars, architecte géographe, par le duc Alexandre de La Rochefoucauld en 1736. Il s'agissait d'une sorte de cadastre pour repérer, arpenter et repérer les tenanciers de son vaste domaine et pour qu'il n'oublie pas de payer les droits. Et j'attire votre attention sur la situation du château de La Roche-Guyon dans un méandre de la Seine, à proximité de la frontière ancienne de l'Epte, rappel du traité de Saint-Clair-sur-Epte de 911. Le château était évidemment dans une position stratégique. Vous remarquerez aussi le vocabulaire. D'un côté, le vexin François, on ne disait pas encore français, et de l'autre, les confins de la Normandie. C'est-à-dire qu'on a encore, au XVIIIe siècle, l'idée que la Normandie est en quelque sorte une province des confins par rapport à l'Île-de-France. Nous allons entrer maintenant dans la salle consacrée à la Manche. La Manche est évidemment un bras de mer que tout le monde considère comme une frontière naturelle. Sauf que ça n'a pas été le cas pendant des siècles. En tout cas, jusqu'à 1558, jusqu'au traité de Cateau-Cambrésis entre les deux royaumes. Et d'ailleurs, le débat sur cette frontière commence par la toponymie, par la nomination. Sur une carte de France de l'époque de Louis le Grand, Louis XIV, l'ensemble de ce bras de mer est nommé la Manche, le canal de France. Mais si vous passez la Manche et vous regardez une carte britannique, nous sommes dans l'océan britannique, the British Ocean. Donc vous voyez que les querelles de nomination des lieux n'ont rien de naturel, ça traduit au fond une appropriation concurrente de ce bras de mer qui a longtemps été une frontière entre les deux pays et qui la redevient avec le Brexit, naturellement, puisque la douane se réinstalle.
Et en même temps, la Manche est le bras de mer le plus traversé du monde entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Et vous avez ici une carte qui montre au fond les autoroutes de navigation qu'on est obligé de faire respecter par la centaine de milliers de navires qui franchissent la Manche, qui est presque un détroit au plan du commerce international dans la mondialisation. Après des salles consacrées à la cartographie et à la géographie, nous allons maintenant découvrir ce qu'en disent les artistes, notamment les peintres et les poètes. Et comme vous le savez, Turner, Klee et Monet en particulier, le voisin de La Roche-Guyon à Giverny, a peint une œuvre en 18 exemplaires, La cabane des douaniers sur la falaise de Varangeville, au bord de la Manche, toujours la Manche, avec sa méthode particulière qui est de capter la lumière dans tous les instants de la journée, du matin au soir. Et c'est cette méthode qui l'a rendu, qui a fait sa renommée d'impressionniste. Et il est lui aussi voisin, riverain de la vallée de l'Epte, qu'il a détourné pour aménager son jardin aquatique des nymphéas. On pourrait dire d'une certaine façon que les impressionnistes sont des riverains. Et dans cette salle également, nous proposons au fond d'écouter comment on dit frontière dans différentes langues du monde, al-Khudud, frontera, haynan. Il y a toute une variété qu'on peut écouter dans cette salle qui est le boudoir. Nous allons maintenant nous diriger vers la salle qui est consacrée à la formation des frontières européennes. Alors il faut savoir que le continent européen est le plus fragmenté du monde. On a vu qu'il a fallu plus de 1000 ans pour qu'on s'accorde entre Français et Allemands pour savoir où était la frontière, mais c'est la même chose dans l'ensemble de l'Europe. Et nous avons réalisé, pour l'illustrer, une console interactive qui a découpé la formation des frontières européennes en 5 périodes. Nous pouvons partir de la première période, qui est celle du XIIIe, XVIIe siècle, qui est la période des premiers traités de délimitation entre la France, l'Espagne, les Provinces-Unies, l'Espagne et le Portugal, etc., etc. Et puis, arrêté à la dernière période, depuis 1991, puisqu'on a créé plus de 15 000 kilomètres de frontières terrestres nouvelles après l'effondrement de l'Union soviétique et l'éclatement de la fédération tchécoslovaque et l'éclatement tragique de la fédération yougoslave. Le continent européen est le continent qui compte la plus grande densité de frontières dans le monde. C'est lié au fond à le propre de la civilisation européenne qui est fondé au fond sur l'importance des différences ethniques, linguistiques, religieuses, nationales. Chaque peuple ayant sa langue et se sentant appartenir à une nation veut disposer à un moment ou à un autre des attributs de l'État. On le voit aujourd'hui en Écosse et on le voit en Irlande. Nous allons découvrir maintenant dans cette salle magnifique de la bibliothèque 15 images satellites prises en 2020 pour cette exposition par le satellite Sentinelle du Centre national d'études spatiales à 400 km d'altitude. Quelques exemples. D'abord, les îles anglo-normandes, toujours le thème de la Manche, qui sont aujourd'hui avec Jersey, Guernesey et d'autres îles, les Minquiers, les Chausey, Aurigny, qui font l'objet actuellement de disputes permanentes entre les pêcheurs britanniques et les pêcheurs français pour l'accès aux ressources de la mer. C'est un conflit qui dure depuis des siècles et qui a été réactivé une fois de plus par le Brexit.
Cette image satellite est tout à fait extraordinaire parce qu'elle montre qu'une frontière entre deux États et un mur peuvent s'apercevoir de satellites à 400 km d'altitude, encore une fois. Vous avez au sud la ville mexicaine de Mexicali, au nord la petite ville américaine de Calexico, les grands systèmes d'irrigation du nord des États-Unis, les systèmes un peu moins fournis en eau du sud du Mexique. Voilà. Une frontière visible d'avion. Une frontière problématique entre la Grèce et la Turquie, puisque depuis un siècle, les îles de la mer Égée sont grecques, peuplées de Grecs, et l'Anatolie turque est peuplée de Turcs. Il y a des tensions permanentes entre Athènes et Ankara à propos de l'accès à la mer Égée. Cette salle présente également des images satellites spectaculaires des détroits qui sont souvent le support de frontières importantes, comme on le voit ici sur les détroits de Bering, entre la Russie et les États-Unis en Alaska. La grande Diomède est russe, la petite île, la petite Diomède est américaine. Le détroit de Bab el-Mandeb entre le Yémen, l'Érythrée, la Somalie et Djibouti est évidemment un détroit stratégique dont on parle pratiquement toutes les semaines, compte tenu de la présence d'une base navale chinoise à Djibouti et de la guerre au Yémen. Et puis, plus proche de nous, entre l'Europe et le Maghreb, le fameux détroit de Gibraltar, décrit depuis plusieurs millénaires, où nous trouvons en fait à la fois une frontière de 14 km, frontière encore une fois naturelle, sauf que l'Espagne est des deux côtés, notamment avec l'enclave ici de Ceuta, présence militaire espagnole depuis 1425, la première colonisation hors d'Europe. Le Maroc et bien entendu Gibraltar, base stratégique britannique de surveillance de l'entrée ou de la sortie de la Méditerranée. Cette exposition sur les frontières est de complète actualité, puisque toutes les semaines on en parle, soit qu'il y ait des tensions, soit qu'on discute actuellement d'une réouverture coordonnée, notamment en période estivale en Europe. Il y a encore la moitié des pays du monde qui sont fermés, aujourd'hui même. Donc c'est un sujet d'actualité et une connaissance raisonnable de cette problématique, je crois, est aussi une contribution à la citoyenneté. Savoir où on est dans le temps et dans l'espace, et savoir se situer par rapport à des limites dont toute collectivité humaine a besoin pour se sentir précisément partie prenante de la communauté dont elle relève.